Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La campagne de lutte contre la discrimination de 2002 et ses stéréotypes. Travail et stéréotypage. Constance ADINSI, Aurore ADINSI. La publicité télévisuelle joue de la mise en scène visuelle et discursive sur les peurs, les désirs, les besoins, les stéréotypes, en résumé sur l'imaginaire collectif. Elle véhicule et façonne des représentations entre les divers groupes sociaux de la société réceptrice. Et elle est le produit de la rencontre de plusieurs milieux de travail, de la conception à la diffusion des scénarios vers les récepteurs. Les 3 films de la campagne de lutte contre la discrimination de 2002 sont, comme le dévoile l'analyse sémiologique, des scénarios de stéréotypisation. Dans ces spots, nous pouvons dégager un schéma répétitif dans la représentation du fonctionnement de la discrimination menant au stéréotypage des catégories. Discriminant, discriminé. Il existe ainsi une prégnance des stéréotypes y compris dans cette campagne de lutte contre la discrimination. Mais ce stéréotypage est aussi le fruit d'un travail de plusieurs acteurs. Le travail remplit sa fonction psychologique s'il permet au sujet de faire partie du monde social fait de règles et d'idéologies communes. À l'inverse, sans règles ni idéologie commune, le travail isole l'individu et le laisse seul face aux différents enjeux de son travail au risque d'une aliénation sociale ou culturelle, selon François Sigaud. De ce fait, la réalisation d'une campagne publicitaire comprise comme l'articulation de plusieurs milieux de travail, permet de comprendre en partie la rentabilité des stéréotypages produits. Dans un premier temps, nous effectuerons l'analyse sémiologique des films de la campagne. Ensuite, nous présenterons le stéréotypage des catégories discriminant-discriminées. Pour finir, nous tenterons de montrer comment ce stéréotypage peut s'expliquer par le rôle du travail pour les différents acteurs de la réalisation de cette campagne. L'analyse sémiologique de la campagne. Les publicités télévisées sont des discours sociaux, ce qui permet de souligner leur caractère à la fois discursif et social. Semprini, 1996. Notre analyse est donc sémiologique et étudie les signifiants des messages publicitaires de la campagne. Comme l'explique Martine Joly, l'image publicitaire demande une analyse s'appliquant à divers niveaux, visuel et verbal. Elle se base ainsi sur les différents composants de l'image télévisée, le message visuel et le message linguistique. Dans le message visuel, 2 messages se distinguent. Le message plastique qui offre une analyse du cadre, champ hors champ, du cadrage, taille de l'image, l'angle de prise de vue et le choix de l'objectif, les couleurs, l'éclairage et le montage. Le message iconique analyse la mise en scène, disposition des personnages les uns par rapport aux autres, leur gestuelle. Son interprétation permet d'analyser les références aux usages sociaux, relations sociales, publiques. L'analyse du message linguistique détermine la fonction du langage par rapport à l'image. Elle apporte des éléments sur l'image exposée, ou offre une information sur le cadre de référence nécessaire pour interpréter l'image et conforter le spectateur dans son interprétation. Ainsi, message visuel et message linguistique se mêlent afin de cadrer l'interprétation du téléspectateur. Après une description sommaire du spot, nous présenterons les résultats de notre analyse sémiologique. Les spots de la campagne publicitaire. La campagne publicitaire de lutte contre les discriminations de 2002 est une des actions du gouvernement à la grande cause nationale de 2002, la lutte contre les discriminations. Composée de 3 publicités institutionnelles à la stratégie référentielle, la campagne a été diffusée au mois d'avril 2002 sur les chaînes hertziennes. Chaque spot est composé de 2 séquences et dure 40 secondes. L'appartement. Un homme à la peau noire sonne à l'interphone d'un immeuble. Il vient pour l'appartement à louer, explique-t-il à la voix féminine qui lui répond et lui indique l'étage. Une porte s'ouvre, c'est une femme à la peau blanche. À la vue de l'homme à la peau noire, elle dit « Ça va pas être possible ». Pause. Elle ajoute « Je viens tout juste de le louer » et lui ferme la porte au nez. Musique. L'homme est en gros plan de profil, face à la porte et ne dit rien. Il fait nuit, une femme court dans la rue vers une pharmacie qui ferme. Elle crie « S'il vous plaît ». Arrivant devant le pharmacien qui baisse les grilles, elle reconnaît l'homme auquel elle a refusé la visite. Elle lui dit « S'il vous plaît, c'est urgent ». Après quelques secondes,
Le pharmacien soulève les grilles et la laisse pénétrer dans la pharmacie. Elle le remercie. La boîte de nuit. Un homme de type maghrébin se voit refuser l'entrée d'une boîte de nuit par un vigile à la peau blanche qui dit « Ça va pas être possible », alors que ses amis à la peau blanche viennent de rentrer. L'homme arrêté demande pourquoi. Le vigile lui répond « C'est une soirée privée ». L'homme arrêté rétorque que ses amis sont rentrés, mais le vigile réitère son refus. Musique. L'homme est face caméra devant le vigile et ne dit rien. Un bus quitte son arrêt, un homme court après. Il cogne à la porte du bus. Le chauffeur le regarde et reconnaît le vigile qu'il a recalé à l'entrée de la boîte de nuit. Le vigile le reconnaît aussi et le regarde avec supplication. Après quelques secondes, le chauffeur s'arrête. L'homme monte dans le bus. Il le remercie. L'entretien d'embauche. Une femme de type maghrébine attend, parmi des femmes à la peau blanche, pour passer un entretien d'embauche. Son tour pour passer l'entretien arrive. Elle rentre dans le bureau. Quand le recruteur, un homme à la peau blanche, la voit, il dit « Je crois que ça ne va pas être possible. » Pause. Il ajoute « La place est déjà prise. » Musique. La femme est face caméra, face au recruteur hors champ et ne dit rien. Un homme est en panne sur le bord de la route, sous une pluie battante. Il arrête une voiture et demande de l'aide à la conductrice. Il reconnaît la femme et elle le reconnaît. Il explique que sa batterie est à plat. Elle démarre et s'arrête à côté de sa voiture. Elle sort avec un parapluie. L'homme court vers elle. Il la remercie. La mise en scène des discriminés et discriminants. Les trois scénarios se basant sur un même schéma répétitif de construction du message visuel, du message linguistique et de l'histoire, notre analyse des spots se présentera en forme de synthèse de la campagne entière. Dans les spots télévisés étudiés, les références au réel et à l'univers socioculturel français sont présents dans le message visuel à travers le décor et les situations de rencontre dans le monde possible des scénarios. Le téléspectateur français voit son environnement. Une cour d'un appartement, une rue, une pharmacie identifiable en France par la croix verte, un pharmacien en blouse blanche, un bus, une banlieue. Le téléspectateur retrouve un monde connu à travers le message visuel. Le message linguistique, le slogan « Sans discrimination, la France est plus forte », cadre l'univers de référence d'interprétation. Les trois discriminés, deux hommes et une femme, n'ont pas la peau blanche. Ils présentent bien. Les hommes sont habillés en costume cravate et la femme en tailleur. Ils ont un accent français lorsqu'ils parlent, sont polis et ont un comportement ordinaire. Ils se trouvent dans des situations courantes de la vie sociale. Recherche de logement, accès aux loisirs et recherche d'emploi, où seules des personnes à la peau blanche sont dans la possibilité de leur en donner l'accès. Les discriminés sont selon leur rôle, de potentiels clients, locataires de l'appartement, danseurs en boîte de nuit et candidates à un emploi, proposent des services. Ils sont tous en situation de recherche où leurs interlocuteurs ont le pouvoir de décision. Nous observons une relation de discriminé-discriminant. Dans ce rapport de force et de pouvoir, la campagne présente uniquement des personnes à la peau blanche comme discriminant des personnes n'ayant pas la peau blanche dans les trois spots. Dans les trois spots, la compréhension du fonctionnement de la discrimination raciale se fait selon la manière dont le refus est fait aux discriminés. Visuellement, chaque discriminé répond par sa tenue, son comportement, son niveau de vie aux critères de sélection qui devraient lui permettre l'accès à ses besoins. Cet accès lui est refusé sans délibération par « ça va pas être possible », du discriminant à la seule vue de la couleur de peau de la personne. Paroles, comportements, regards et expressions faciales des discriminants et des discriminés ont pour objectif de faire comprendre l'acte de discrimination aux téléspectateurs. Le message plastique diffère selon les protagonistes. L'image présentant les discriminants avec un plan américain ou large met une plus grande distance entre ce personnage et le téléspectateur. À l'inverse, l'expression faciale du discriminé est prise en gros plan ou de face en plan rapproché, ce qui maximise son expression faciale et le rapproche du téléspectateur qui constate son énervement. Cette image du discriminé qui se contient est renforcée par la bande-son qui débute. C'est une musique orientale qui semble renvoyer au rythme du cœur qui bat des discriminés, qui reste silencieux malgré l'injustice.
Cela nous semble renvoyer les discriminés à un état primaire et animal et aussi, sans que cela ne soit nécessairement voulu, à l'idée de l'animal, humain, avec ou non accès à la parole, de sauvage, civilisé, de race inférieure, race supérieure comme l'énonce le slogan final avec l'expression « discrimination raciale ». Le refus ne suscite aucune réaction verbale des discriminés. Seul leur corps parle, ils inspirent et ou contractent la mâchoire. Cette inspiration et cette contraction sont les signes de leur constat de la discrimination et de la rage qu'ils contiennent. Cet état de colère intérieure est renforcé par la musique orientale, ponctuée de percussions. Par cette musique, il nous apparaît que le discriminé est renvoyé à ses supposées origines géographiques, lieu défini comme sauvage par le colonialisme. Le contact avec la société civilisée a pu lui permettre de se contrôler sans toutefois lui donner accès au langage. De plus, la passivité du discriminé est renforcée par celle des amis et des témoins qui par leur inaction semblent comprendre la situation et l'accepter. Dans les 3 situations de discrimination, le message visuel expose la couleur de peau comme phénotype discriminant. Les discriminés semblent être originaires de pays ayant été colonisés par la France. Les données linguistiques pour les discriminés sont inexistantes face à la discrimination, alors que les discriminants parlent pour leur refuser un droit ou un besoin. Le message iconique est primordial et présente les protagonistes dans des relations de force où le pouvoir est détenu par les personnes à la peau blanche, porte au nez, main d'arrêt et place de décideur au bureau, et subi par les autres. Dans chaque spot, la séquence se termine sur le visage de la personne discriminée énervée et renfermée. Dans la seconde séquence, les rôles de dominant-dominé sont inversés. Le discriminé est dans son univers de décision, il a le pouvoir. Cette position de pouvoir et d'action est exprimée avec la musique orientale qui continue depuis la fin de la première séquence. Avec la musique, le téléspectateur rentre dans le monde du discriminé. Le client potentiel de l'appartement est dans sa pharmacie, le client de la boîte de nuit est dans son bus et la candidate est dans sa voiture. À l'inverse, la supposée propriétaire est cliente, le vigile est usager et le recruteur sont en difficulté. Les discriminants demandent de l'aide. Ils sont dans l'espoir de recevoir un service qui ne leur est pas dû comme le dévoile leur regard de supplication précédé d'un regard de gêne à la vue de leurs anciennes victimes. Les discriminés regardent dans les yeux leurs anciens inquisiteurs. Après un court instant de réflexion, les gestes des discriminés signifient qu'ils acceptent d'aider les discriminants toujours en silence. Ils font ainsi preuve d'altruisme. Le pharmacien réouvre sa pharmacie à la supposée propriétaire. Le chauffeur de bus s'arrête et laisse monter le vigile, et la candidate va recharger la batterie de voiture du recruteur. Les discriminants remercient leurs anciennes victimes. Les discriminés usent de la supériorité de leur situation, à l'avantage des discriminants. Le slogan est la voix-over. Sans discrimination raciale, la France est plus forte. Les images des spots mettent l'accent sur l'acte discriminatoire et l'aide aux discriminants. À l'inverse, le verbal met l'accent sur la France au détriment de l'acte de discrimination et de ses conséquences pénales. Ainsi l'expression « sans discrimination raciale à la plus petite police ». L'expression « la France » est placée au centre de l'écran avec la taille la plus importante. Et est plus forte, vient souligner en deuxième position en termes de grosseur, la France, en étant placée en dessous tel un trait de soulignement. L'expression « sans discrimination raciale » est reléguée et ne fait pas office d'information centrale comme semble vouloir se définir la campagne. De plus, la voix-over qui lit la phrase met l'accent sur « la France est plus forte ». Il nous apparaît que les tailles d'écriture supérieures à « sans discrimination raciale » et l'accent de la voix cherchent ainsi un impact plus important au niveau de la mémoire et semblent noyer l'idée de la non-discrimination. Quant au message linguistique verbal final émis par une voix-over, il est exclusivement informatif. La discrimination raciale est un délit pénal passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sur un écran noir où est indiqué « Victime ou témoin d'une discrimination raciale appelez le 114 ». Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, et son logo. Grande cause nationale de 2002. En conclusion,
Le message plastique à travers les prises de vue, le cadrage et le montage permet de présenter l'environnement socioculturel de la France et les expressions faciales des protagonistes afin que le spectateur interprète le message publicitaire en fonction de son expérience en tant que membre de la société française et du vécu des personnages. Le message linguistique s'assure de la bonne interprétation de la discrimination subie dans les spots et informe des conséquences d'un tel acte. Quant au schéma narratif unique de la campagne, à travers le message visuel et la musique orientale, il ancre les personnages discriminants dans des phénotypes physiques explicites et conduit à un stéréotypage des personnages à la peau non blanche et blanche. Le stéréotypage de la discrimination dans les films. Nous allons décrire maintenant les actes des personnages pour montrer en quoi le phénomène de discrimination tel qu'il apparaît dans les 3 films est un stéréotypage du phénomène de discrimination raciale. L'appartement. Une femme à la peau blanche émet un refus basé sur la peau noire d'un homme. Elle est en position de pouvoir. Elle ne manifeste pas l'attitude sociale basique attendue. Politesse et respect de la personne, demande des salaires, faire visiter, etc. Prend une décision qui bloque l'insertion sociale de la personne. L'homme à la peau noire. Il est en position de demande. Il ne parle pas, ne revendique pas face au refus. Ensuite, dans un lieu isolé, la femme à la peau blanche a besoin d'aide et se retrouve en position vulnérable de demande d'aide, avec la possibilité de s'entendre dire non. Elle parle et demande. Elle reçoit de l'aide. L'homme à la peau noire se retrouve en position de pouvoir prendre une décision pour conserver son bien-être. Il a un premier mouvement vers son bien-être et se ravise. Il prend une décision qui lui fait perdre du temps pour une personne qui a compliqué son insertion sociale et qui sans lui peut trouver facilement ailleurs ce qu'il lui refuserait, pharmacie de garde. L'homme à la peau noire ne parle toujours pas et ne relève pas le comportement passé de la femme. La boîte de nuit. Un homme à la peau blanche, le vigile en position de pouvoir, émet un refus d'accès à un homme à partir de son apparence maghrébine. L'homme refusé parle et rappelle que les autres, ses amis à la peau blanche, sont rentrés mais c'est sans succès. L'homme parle mais les témoins et ceux qui passent se taisent. Il ne parle plus et ne revendique pas. Ensuite, le vigile a besoin d'aide et se retrouve en position vulnérable et manifeste son besoin d'aide. Il ne parle pas. L'homme d'apparence maghrébine se retrouve en position de pouvoir prendre une décision pour conserver son bien-être au travail et suivre les consignes de sécurité. Il a un premier mouvement vers son bien-être et l'observation de la règle professionnelle. Il se ravise et prend une décision qui le met en faute, non-respect des règles et possibilité d'un précédent vis-à-vis des clients passagers. Il prend un risque pour une personne qui a compliqué son insertion sociale et qui sans lui peut trouver facilement ailleurs ce qui lui refuserait, un prochain bus. L'homme le laisse rentrer et ne relève pas le comportement passé du vigile. L'entretien d'embauche. L'homme à la peau blanche, le recruteur. Il est en position de pouvoir. Il émet un jugement à l'emporte-pièce, que l'on imagine sur des préjugés. Il ne manifeste pas une attitude sociale basique, politesse et respect de la personne. Une femme qui apparaît d'origine maghrébine. Elle ne parle pas, et n'émet pas de revendications. Ensuite, dans un lieu isolé. L'homme a besoin d'aide et se retrouve en position vulnérable de demande d'aide, avec la possibilité de s'entendre dire non. L'homme parle et demande, il reçoit de l'aide. La femme se retrouve en position de pouvoir prendre une décision pour conserver sa sécurité. Elle a un premier mouvement vers sa sécurité. Elle s'arrête et prend une décision qui la met en danger. Aider un homme dans un endroit désert, dont elle sait déjà qu'il peut être violent socialement et symboliquement. Dans les 3 films, nous avons donc un discriminant qui a la peau blanche, qui pose un acte raciste qui met en jeu l'insertion sociale des personnes discriminées, par le biais du logement, des loisirs et du travail. Son action, bien qu'énoncée comme un délit, reste suffisamment anodine pour qu'il n'ait pas de rétorsion à attendre de la victime et qu'il puisse lui demander de l'aide. Lorsqu'il a besoin d'aide, il demande et parle, ou manifeste son besoin par des gestes. Qui reçoit l'aide même des personnes dont il vient d'arrêter, de compliquer l'intégration, l'existence sociale.
qui ne risque rien, pas un rappel concret et direct à la loi par des sanctions, la voix-over ne nous semble pas concerner la situation. Un discriminé. Homme ou femme, qui n'a pas la peau blanche et qui ne parle pas ou alors se contente de faire remarquer que les autres sont rentrés. Il n'y a jamais de prononciation de l'acte réalisé. Le discriminé met son bien-être en jeu, sécurité pour la femme, travail et temps pour les deux hommes, pour des personnes qui n'ont pas hésité à les exclure socialement. Les témoins quand ils existent sont silencieux, boîte de nuit et scène de recrutement. Les scénarios se répètent sur le même schéma de fonctionnement de la discrimination, de ses conséquences et des catégories discriminants-discriminés. Le discriminé est de couleur de peau noire ou d'apparence maghrébine. Face à un acte de racisme, il se tait et ne revendique pas, il n'attaque pas en justice, mais si besoin, il aide le discriminé y compris à son détriment. Il manifeste sa désapprobation par des gestes et des signes faciaux. Le discriminant, à la peau blanche, peut agir contre les règles de vie en société sans autre raison que la couleur de peau des personnes. Il peut ensuite demander de l'aide à la personne qu'il vient de discriminer. Il est en droit d'attendre une aide de sa part. Il n'y a pas de risque de sanction judiciaire par l'action des personnes discriminées. Les témoins quand ils existent sont silencieux, laissent faire et collaborent à la poursuite de la discrimination. Cette campagne de lutte contre la discrimination est un stéréotypage de la discrimination. Nous savons que différents acteurs sociaux, le gouvernement, les publicitaires, les associations de lutte contre la discrimination ont participé à l'élaboration de cette campagne. Le gouvernement a passé commande, les publicitaires ont créé la campagne et les associations l'ont validée. Pourquoi cette prégnance des stéréotypes ? Comment ces acteurs sociaux dont nous pouvons penser a priori qu'ils avaient réellement pour but de faire baisser les discriminations, en arrivent à produire une campagne qui stéréotype le discriminé et le discriminant et contribue au stéréotypage de la discrimination raciale. Cette campagne semble plutôt confirmer les discriminations existantes par le stéréotypage, en simplifiant le phénomène tout en ne proposant pas des actions de lutte contre les discriminations ou de subversion de celui-ci. Le fait de penser ces trois acteurs comme impliqués dans une activité de travail permet-elle d'apporter un début de réponse ? La fonction psychologique et la centralité du travail. La fonction psychologique du travail apporte un début de réponse. Le travail ou plutôt l'activité a trois buts. Le premier but est dirigé vers l'objet du travail, la raison pour laquelle la personne travaille. L'autre but est en direction des autres, le collectif de travail. Et le dernier qui est dirigé vers soi, et les raisons qui amènent chacun à s'investir dans son travail. Une direction de l'activité est donnée par l'objet du travail, une autre par les autres, le collectif de travail, et la dernière direction par l'implication personnelle de la personne. Ces trois directions ne sont pas nécessairement convergentes. Le travail compris comme une activité dirigée vers l'objet du travail, dirigée vers les autres et dirigée vers soi, peut être une source de conflit. En effet, chacun des acteurs travaille les uns pour les autres en fonction de son travail personnel et du but de son travail. Son activité doit être comprise par les uns et acceptée par les autres. En même temps, elle doit lui permettre de combler ses aspirations personnelles. Le tout, en réalisant le but de son travail. Le monde des médias est une partie du monde du travail, les associations de lutte contre la discrimination et le gouvernement font partie du monde social et du monde du travail. Pour Christophe Dejour, le travail a un rôle central dans la dynamique psychique parce qu'il fonde la dynamique de la reconnaissance sociale primordiale pour la santé mentale. Travailler serait le moyen et la preuve de la socialisation. La personne au travail cherche à conserver son travail pour s'intégrer socialement et rester socialement intégrée par son travail. En allant à l'encontre du monde social et des fonctionnements sociaux, elle met en jeu son insertion professionnelle, qui est centrale dans son insertion sociale, laquelle impacte sa santé psychique. Dans notre situation, nous pouvons imaginer l'objet du travail des acteurs, c'est-à-dire le résultat attendu par chaque acteur en travaillant. Pour le gouvernement, l'objet de la campagne est d'être perçu comme mettant en place une action contre la discrimination par la commande de cette campagne. Pour les publicitaires, leur objet est de répondre à la commande du client et de faire accepter sa création et d'obtenir le budget.
Pour les associations de lutte contre la discrimination, leur objet est de valider la campagne comme conforme à la lutte contre la discrimination. Nous avons ensuite l'activité dirigée vers les autres pour continuer à travailler ensemble, pour parvenir à créer une campagne contre les discriminations. Le gouvernement ne doit pas se mettre à dos les électeurs qui sont, selon les films de la campagne, discriminants et témoins en majorité et discriminés pour une minorité. Les publicitaires, leur objet est de répondre à la commande du client et de faire accepter sa création par le gouvernement et les associations. Les associations de lutte contre la discrimination, leur objet est de valider la campagne comme conforme à la lutte contre la discrimination et légitimer leur action de lutte contre la discrimination. Nous avons aussi l'activité pour soi pour chacun des acteurs. Fondamentalement, cette dimension est personnelle et intime, et dépend des sources de l'investissement de chacun dans son travail. Toutefois, nous pouvons imaginer qu'elle comprend pour chaque acteur le désir de modifier les phénomènes qui concourent à la discrimination. Mais si la personne s'implique, elle ne peut mettre en danger sa santé psychique. Or, nous savons que le coût cognitif d'une confrontation directe avec l'ordre social est élevé. Le risque est l'aliénation sociale, se retrouver seul au sein du collectif de travail à tenir un rapport direct et véridique avec la réalité. Et pour chacun des acteurs, il est difficile de risquer la rupture avec le collectif de travail. On peut imaginer, extrapoler, qu'en proposant des scénarios moins consensuels et stéréotypés, chaque intervenant se pensait en danger. Le gouvernement risquait de se mettre une ou plusieurs catégories d'électeurs à dos, qu'il suppose discriminants, les électeurs ayant majoritairement la peau blanche comme les discriminants des films. Les publicitaires risquaient d'avoir une image orientée dans le champ de la publicité qui peut créer un précédent pour l'obtention de futurs budgets. Les associations de lutte contre la discrimination risquaient de donner une image revendicative et déclencher un questionnement sur leur légitimité, elles ne sont pas constituées de représentants élus. Les associations de lutte contre la discrimination raciale se retrouvent devoir valider ces scénarios, tout en ne s'aliénant pas le monde social, les gouvernants et ceux qu'ils sont censés défendre. Comment garder le lien social au travers de scénarios discriminants et stéréotypés, tout en apparaissant comme luttant contre la discrimination? Le tour de force consistera donc à donner aux discriminés une image positive. Elles y parviennent par le travail sur l'apparence des discriminés, costumes pour les hommes, tailleur pour la femme, un pharmacien, une conductrice et un conducteur de bus qui ont une élocution claire. Ce qui signifie que pour se faire accepter, il y a des efforts à faire et que les discriminés les ont faits. Ils ne sont différents des autres que par leur couleur de peau. Ensuite, les discriminés, en ne réagissant pas et en aidant, se mettent en position d'aider l'autre à leur détriment. Ils assument ainsi une position altruiste. Ils ne modifient en rien l'ordre social, ils permettent à la discrimination de perdurer. Le tour de force consiste donc à présenter la situation de discrimination comme une situation injuste, qui est une position faible et vulnérable, laquelle est transformée en une position altruiste, qui est aussi une position de pouvoir puisque basée sur un choix. Ainsi, tous les acteurs de la discrimination semblent avoir une position sociale positive. Selon nous, le conflit central qui a donné lieu au stéréotypage des scénarios était de produire une campagne anti-discrimination sans se mettre à dos la majorité de la population dont on suppose qu'elle est soit discriminante, soit témoins impuissants, déduction faite des films, tout en donnant une image positive des discriminés par le travail sur leur apparence, ils font les efforts d'intégration. Ces efforts ne sont rien face aux discriminants présentés comme tout-puissants, qui bien qu'ils commettent un délit ne sont pas condamnés ni sanctionnés. Et les discriminés sont des victimes à plaindre, mais altruistes, donc fortes, mais aussi sans danger pour les discriminés. Le rappel à la loi ne semble pas concerner des situations réelles. Il n'est qu'une information. L'aliénation culturelle permet à la personne de conserver le lien social au détriment du lien avec la réalité. Elle ne peut se fonder que sur le système idéologique de croyances et de représentation qui fonde la culture, la rende légitime et est partagée par tous. La campagne, tout en étant présentée comme un moyen de lutte contre les discriminations, devient en fait un moyen de confirmer le système idéologique existant. Elle stéréotype les positions de discriminés et de discriminants,
tout en donnant l'illusion de réaliser son objet. Une campagne de lutte contre les discriminations. Nous pouvons aussi nous interroger sur les effets de cette campagne auprès des différents récepteurs, en proposant des modèles stéréotypés de discriminants et de discriminés, confirmation des stéréotypes, banalisation, prise de conscience, accroissement du sentiment d'injustice, etc. De même, en matière de stratégie publicitaire, la disruption qui propose un scénario qui rompt avec les conventions et les idées reçues semble être une des stratégies publicitaires qui auraient pu être appliquées. Mais les idées reçues, ce sont des stéréotypes constitutifs de l'ordre social et du système idéologique sur lequel ils reposent. À partir du moment où la publicité ne rompt pas avec les stéréotypes, elle est aussi un moyen de ne pas confronter le monde social et le système idéologique qui le fonde. Elle favorise le lien social entre les protagonistes par l'aliénation culturelle et favorise un vécu positif au travail pour chacun. Pour conclure, un des enjeux du stéréotypage dans cette campagne a été de faciliter, donc de pérenniser l'insertion professionnelle et sociale des acteurs impliqués dans sa réalisation. Le fait de penser la production de cette campagne comme l'articulation de plusieurs milieux de travail nous permet de proposer des pistes de compréhension de la rentabilité des stéréotypes créés. Les stéréotypes employés ont une rentabilité pour chacune des parties en présence. Travailler avec des stéréotypes revient à être dans la vraisemblance plutôt que dans la vérité, tout en justifiant son activité. Ainsi, l'objet du travail s'il doit confronter le monde social semble devoir être négligé tant que les travailleurs tirent leur intégration, la pérennisation de leur insertion sociale, de leur travail. Le travail parce qu'il est investi par la personne et dirigé vers les autres et vers l'objet du travail, permet de sortir de soi, de ses sources d'implication et d'investissement au travail pour se centrer vers les autres, le collectif de travail. Nous voyons que le stéréotypage peut apparaître, alors que le groupe coopère contre la discrimination et qu'une des sources d'implication personnelle des acteurs du groupe semble être la lutte contre les stéréotypes et la discrimination. Pouvons-nous alors avancer l'idée que les activités, produites dans le cadre du travail, si elles sont surtout source d'intégration sociale, rendent difficile la confrontation du monde social et favorisent la production et la reproduction des stéréotypes? Ceci nous amène à nous interroger sur la capacité du travail, y compris lorsque tel est son but revendiqué, à remettre en cause l'ordre social. Dans quelles conditions lors du travail, le rapport de vraisemblance au réel est-il privilégié au détriment d'un rapport de vérité au réel? Quelles sont les conditions d'une transformation de l'ordre social par le biais du travail? Existe-t-elle? La représentation stéréotypée du pouvoir, construction de l'image à travers les discours médiatiques russes. Vladimir Beliakov, Université de Bourgogne. Introduction. Dans la présente communication, nous nous intéressons à l'image du pouvoir telle qu'elle apparaît dans les textes médiatiques russes, et tentons de localiser des caractéristiques à partir desquelles se construit son portrait largement diffusé dans la presse. Nous posons comme hypothèse qu'à travers les discours médiatiques qui représentent le champ discursif étroitement lié à l'actualité et reflètent les spécificités de l'environnement socio-culturel d'un pays donné, l'interprétation de la signification de l'invariant sémantique attaché à l'idée du pouvoir, dans le cadre du processus intense de son évaluation dépréciative, contribue à la conception d'un schème collectif à valeur péjorative, stable et simplifié, propre à la communauté linguistique russe. L'objectif de notre travail consiste à répertorier un ensemble de traits typiques associés au pouvoir, et à décrire ainsi, de façon cohérente sa représentation dans les aspects saillants. Nous tâcherons de montrer, à travers l'analyse des structures syntagmatiques et des figures de rhétorique, que le stéréotype du pouvoir affecte l'axe paradigmatique d'opposition bien mal, 6. Afin de pouvoir apporter des arguments à notre hypothèse, nous présenterons notre exposé de la façon suivante. Nous commencerons par un bref aperçu du corpus et de la méthodologie. La stéréotypie la plus voyante étant celle qui affecte l'axe syntagmatique, nous procéderons ensuite à un repérage des propriétés saillantes de la représentation ainsi que de sa dimension axiologique à travers des actualisations discursives du mot vlast, pouvoir dans les syntagmes verbaux, nominaux et adjectivaux. Une série de constructions récurrentes destinées à disqualifier le pouvoir
nous permettra de dégager un modèle cohérent et de relever les phrases stéréotypiques attachées au nom. Puis nous considérerons des figures rhétoriques et des clichés, métaphores, comparaisons, allusions et proverbes qui contribuent à la composition d'un portrait des autorités. Nous finirons par la mise en évidence des traits typiques de l'image associée au pouvoir que nous avons pu relever à partir de notre corpus, avant d'esquisser une conclusion. Pour illustrer notre communication, nous proposerons des exemples traduits. Les extraits d'origine seront présentés en note dans la version écrite de cet exposé. Soulignons également que les termes employés ne seront pas étudiés en soi, et leur introduction sera réduite au minimum, non pour des raisons théoriques, mais afin de ne pas alourdir nos propos. 1. Corpus et méthodologie. Pour constituer le corpus, nous avons sélectionné des énoncés tirés des articles de presse et des interviews publiés dans les journaux russes, écrits et en ligne, entre 2002 et 2006. Bien qu'appartenant à la même typologie textuelle, ils sont hétérogènes quant au public visé, à leur orientation politique et approche idéologique ainsi qu'à l'organisation des matériaux qu'ils proposent aux lecteurs. Toutefois, leur interprétation des problèmes de la société semble assez homogène. À des fins de cohérence, la presse scientifique et spécialisée a été exclue de l'analyse. En premier lieu, nous avons procédé à un dépouillement systématique du corpus sélectionné afin de recenser les occurrences du terme étudié. Ensuite, nous avons effectué l'inventaire des données recueillies au niveau phrastique et textuel selon 5 critères retenus à partir des différentes définitions de la stéréotypie qui nous ont paru prioritaires, à savoir association, stabilité, récurrence, caractère axiologique et abstrait. L'analyse de cet inventaire nous a permis de dégager les traits typiques de la représentation du pouvoir, dont nous ne donnons aujourd'hui, faute de temps, que quelques illustrations rapides. 2. Association lexicale. Les structures syntagmatiques étant un support dont la constance est favorable à la familiarisation, on retrouve la manifestation de la stéréotypie dans les associations lexicales répétitives composées d'un nombre limité d'éléments récurrents. À travers ces constructions, l'image du pouvoir se développe, s'enrichit de variantes mais ne fait que reproduire inlassablement la même donnée initiale qui consiste à fournir une représentation toute faite, rapide et simplifiée. La relation qui unit le terme à ses prédicats et à ses co-occurrences nominales et adjectivales relève du préconstruit derrière lequel se profile une vision négative. Nous remarquons dans les textes médiatiques la constance avec laquelle est mis en première place un même type de syntagme où le nom est associé à une série de verbes, substantifs et adjectifs axiologiques intrinsèquement marqués du type le pouvoir vole, pille, menace, blanchit, dégénère, raquette, la psychose, l'impunité, la corruption, la médiocrité du pouvoir, le pouvoir incontrôlable, cynique, criminalisé, autoritaire impitoyable, etc., dont l'apostrophe apparition laisse glisser une évaluation, un jugement dépréciatif, qui sert de raccourci pour étiqueter les autorités et permet de dégager un modèle assez sommaire. Leur redondance dans les discours fait que les mêmes enchaînements, une sorte de fond commun citationnel peu renouvelé, se reproduisent en créant ainsi des clichés à vocation généralisante par lesquels toutes les caractéristiques du pouvoir sont condensées en quelques formules. Nous illustrons le fruit de ce travail de fabrication d'une image négative préconçue, sommaire et tranchée par 2 énoncés banals tirés des journaux connus. Pourri et incapable, arrogant et lâche, le pouvoir russe n'arrive pas à comprendre que personne n'ait besoin de lui. Novaya Gazeta. Le peuple se moque et se plaint de la stupidité du pouvoir. Argumentii facti. 3. Phrase stéréotypique. La récurrence des structures verbales et nominales dépréciatives fait que lorsque le lecteur lit des énoncés comme par exemple « C'est parce que le pouvoir corrompu a perdu le contact avec le peuple, et qu'il ne comprend plus les soucis et les préoccupations de celui-ci, que chacune de ses actions se solde par un échec. » Argumentii facti. Le problème fondamental du pouvoir c'est qu'il vole ici en Russie, et dépense tout ce qu'il a volé là-bas en Occident. Graniru. Qui va soutenir le pouvoir qui chaque jour manifeste son isolation clanique de la société. Vremja, etc. Il n'a aucune peine à y reconnaître des expressions déjà vues,
qui émanent d'un grand nombre de textes et dont les éléments paraissent comme presque agglutinés les uns aux autres. Cette observation nous laisse présupposer que l'on pourrait considérer ces énoncés en tant que réalisation des potentialités sémantiques du non-pouvoir. Le point de vue que nous adoptons ici en nous inspirant des travaux de Hilary Putnam, 1990, Bernard Fradin, 1984, et Jean-Claude Anscombre, 2001, consiste dans le fait que la représentation sémantique d'un mot n'est pas la conjonction d'un nombre fini d'éléments discrets destinés à identifier le réfère mais une suite ouverte de phrases de langue associées à un nom, qui peuvent ailleurs être erronées ou carrément fausses, que le locuteur possède dans son stock linguistique et convoque comme un simple utilisateur. Ces phrases stéréotypiques caractérisent la signification d'un terme considéré, représentent les idées, le point de vue, conventionnellement attachés à ce terme dans une communauté linguistique que le sujet parlant appartenant à cette communauté partage. En fonction du corpus analysé, nous proposons en simplifiant ci-dessous un échantillon de phrases supposées être stéréotypiques associées au mot pouvoir de façon stable ou localement à ces occurrences, présentées comme étant vraies pour tout locuteur de la communauté linguistique russe ou n'ayant qu'une vérité relative et liée au locuteur particulier. Le pouvoir dirige le pays. Le pouvoir exerce son autorité. Le pouvoir donne des ordres. Le pouvoir a peur de tout. Le pouvoir s'achète et se vend. Le pouvoir est incontrôlable. Le pouvoir s'enrichit au détriment du pays. Le pouvoir ne respecte rien. 4. Figures de rhétorique et clichés. Afin de dénoncer le pouvoir, les discours médiatiques convoquent toutes sortes de figures de rhétorique et de clichés qui offrent un raccourci économique et percutant dans l'argumentation, qualité chère à la stéréotypie et contribuent à la composition du portrait des autorités. La connivence de la langue et de la culture est mise ici en œuvre. Ces figures sont fondées sur l'expérience commune, sur les contextes historiques ancrés dans la mémoire collective, sur la présentation des faits par référence aux phénomènes déjà vus et vécus. 4.1 Métaphore. Les textes de presse transforment l'image du pouvoir en véritable arsenal métaphorique. La stéréotypie s'installe à travers les rapports d'analogie entre le comparé et le comparant, qui dirigent les jugements et forgent une représentation négative. Considérons quelques exemples. Ainsi, les énoncés métaphoriques qui relèvent du domaine référentiel historique sont construits sur une trace mémorielle préalable fondée sur la tradition du peuple russe liée à la période du servage. Or, les constantes qui composent le portrait du pouvoir sont autant de réminiscences de ce lointain passé. Efficaces et prégnantes, les étiquettes historiques dénotées par des lexis simples du type le pouvoir, la noblesse, l'aristocratie ou des lexis composés, le pouvoir, la cour impériale, les princes apanagés, le tsar, le souverain et ses boyards, etc., fonctionnent comme des clichés substituant le terme qui estompe les spécificités du pouvoir actuel et servent de moule pour le processus de stéréotypie. Par exemple, la commercialisation de la proximité du pouvoir. Les fournisseurs du Kremlin ont réussi à expliquer à travers la presse les sévérités des critères appliqués aux fournisseurs de la cour. Nezavissimaja Gazeta. Il n'est pas exclu de voir les boyards, représentants des différents clans du pouvoir qui se prosterneront devant le tsar en le suppliant « Reste, reste ». Argumenti facti. De même, les références historiques sont convoquées pour comparer la situation actuelle à celle de la Russie médiévale déchirée par les guerres fratricides entre les princes apanagés. Le pouvoir morcelle le pays en petites principautés apanagées, qui sont partagées entre des petits clans oligarchiques,
que l'on appelle à être politiquement loyal. Exo-Moskvi. Ainsi que pour établir une relation de similitude entre les autorités d'aujourd'hui et le système de gestion du Moyen-Âge appelé Kormlinij, en subsistance, selon lequel les représentants du grand prince ou du tsar nommés sur les postes administratifs étaient dotés d'un pouvoir illimité et s'enrichissaient aux dépens de la population. À notre époque relativement végétarienne, on ne fusille plus les hauts représentants du pouvoir mais on les prive du système en subsistance. www.yavlinsky.ru. L'effet de ce genre de métaphore est davantage accentué par la présentation contrastée d'autres groupes sociaux par référence au sujet, serfs ou esclaves. Il faudrait une entente et une collaboration entre le pouvoir et ses sujets. Izvestia. Les analogies historiques poussent le lecteur à procéder à une abstraction métaphorisante. Mingnaud, 1991/246, pour saisir ce qui est de commun entre les deux relations. Le principe de simplification sur lequel s'appuie la métaphore, un trait qui domine sur les autres et assumé comme le principal, le caractère autocratique du pouvoir en l'occurrence, engendre la généralisation de cette simplification dans un schéma réductif et fait des autorités d'aujourd'hui l'emblème d'autoritarisme propre à la Russie. Le recours au typique se fait également à travers les métaphores conventionnelles, qui véhiculent les stéréotypes et mettent en lumière les traits incontestablement saillants du pouvoir. Ainsi, dans les énoncés que nous citons ci-dessous, son agressivité, sa cruauté, son incompétence, son attachement au passé récent sont respectivement évoqués à travers les images stéréotypées de la guerre, de la vieille vareuse soviétique ou du vieil instrument musical. Pour les limoger, le pouvoir a besoin d'un fort appui de l'artillerie. Moscou et le Tatarstan sont des bastions trop bien fortifiés pour le Kremlin. La forteresse bashkire a des remparts moins élevés, et puis on a une certaine expérience de son assaut. Argumentii facti. Tout en tenant un discours juste sur l'économie de marché, le pouvoir continue à rapiécer la vieille vareuse soviétique. Argumentii facti. Le pouvoir cherche de nouvelles clés pour accorder le vieil instrument soviétique. Argumentii facti. 4.2 Comparaison et allusion. La comparaison et l'allusion par leur vocation d'accueil pour la stéréotypie représentent un autre moule qui permet aux stéréotypes de s'incruster aisément. Leur interprétation est fondée sur une identification des faits bien connus. Fréquentes sont les comparaisons du pouvoir et du crime organisé, phénomène saillant de la Russie d'aujourd'hui. Les mots de l'argot et les expressions figées ou semi-figées qui sont d'usage courant dans la langue russe depuis la fin du XXe siècle du type Organizovanaya Groupirovka, groupe organisé, brigada, brigade, pakani, mec, etc., qui appartenant au jargon de la pègre russe dénotent respectivement une mafia locale, une unité et les membres de cette mafia, associés aux autorités. Brigade de Peter, de Moscou, du Kremlin, mec de Peter, groupe organisé du Kremlin, etc., dévoile des méthodes du pouvoir comparables à celles du milieu et favorise la construction de son portrait. Les allusions aux références politiques et idéologiques de la période soviétique produisent l'effet de déjà connu, déjà vécu, et par la signification qu'elles dégagent contribuent de façon particulièrement efficace à la stéréotypie à travers les images les plus fortes, les plus évidentes. Ainsi, la comparaison du pouvoir actuel à celui du régime autoritaire de l'URSS convoque les stéréotypes négatifs ancrés dans la mémoire collective. Les extraits ci-dessous illustrent le fait que l'accent est placé sur les formules éculées, qui font ressurgir les lieux communs tels que les défilés solennels et obligatoires des travailleurs organisés par le parti ou les camps de concentration staliniens. La rencontre au Kremlin ne doit pas viser notre mise en rang, lit, en colonne, mais la création d'une coopération avec le pouvoir. Izvestia. Donne les dessous de table avant que le pouvoir ne t'écrase la patte avec ses bottes, et n'installe le fil de fer barbelé sur tout le périmètre. Politcom.ru, 21. Les expressions qui font respectivement allusion à la fusion du pouvoir et des services secrets, ainsi qu'aux origines des autorités en place issues de l'administration du président Yeltsin et de la nomenclature de l'URSS. Le pouvoir en civil, www.lenta.ru, et le pouvoir formé à l'appel d'Yeltsin, www.mforum.ru, renvoie au cliché de l'époque soviétique,
les hommes en civil et à l'appel du parti et du peuple, la promotion Lénine. Si ces clichés parviennent donc à s'imposer, c'est parce qu'ils manifestent à leur manière les valeurs du contexte sociopolitique au sein duquel ils s'inscrivent. Les comparaisons qui puisent leur source dans la littérature populaire et évoquent des personnages de contes célèbres sont présentées comme des emprunts intégrés au discours avec passage à l'allusion. Bologne 1989 sur 161. Ainsi, la perfidie et le cynisme du pouvoir qui utilise à son profit les avantages de l'économie du marché au détriment de la population sont dévoilés par référence à un conte populaire russe dans lequel un homme rusé a profité de la naïveté d'un ours pour récolter les fruits et laisser à ce dernier les racines. Quand on en arrive au partage de la moisson capitaliste, le pouvoir agit selon un conte bien connu en Russie. Les uns ont les fruits, les autres les racines. Argumenti facti. Les allusions qui s'estompent dans les citations non déclarées confirment l'assimilation du stéréotype. Comme par exemple, les extraits ci-dessous, dans lesquels un autre personnage de la littérature populaire, la petite poule Riaba qui pond les œufs en or, est exploité sans être explicitement cité pour démontrer la visée du pouvoir à s'enrichir. Le pouvoir essaye de faire pondre des œufs aux oligarques dans son panier. Argumenti facti. Pourquoi le pouvoir tue-t-il la poule qui pondait docilement des œufs en or dans le panier de ce pouvoir? Argumenti facti. 4.3 Figures à charge ironique. Nombreuses sont les figures qui véhiculent une intention satirique, moqueuse et critique destinée à disqualifier la cible. Ainsi, quand le locuteur recourt à la comparaison du pouvoir aux petits tsars provinciaux, c'est toujours pour le dénoncer et pour inviter le lecteur à s'en moquer. Les petits tsars provinciaux du pouvoir russe se sont parfaitement intégrés au capitalisme. Argumenti facti. Les désignations imagées à connotation ironique associées au pouvoir telles que le pouvoir aux mains propres, à la tête froide et au cœur ardent, Novoye Vremja, qui fait référence à la devise des agents du KGB communément connue et qui évoque donc la pénétration des services secrets dans le pouvoir, le travailleur de choc de notre capitalisme, www.segodnia.ru, qui fait allusion au titre honorifique de l'époque communiste, le travailleur de choc socialiste. Le rôle dirigeant du pouvoir, www.subtropiki.ru, qui renvoie au slogan le rôle dirigeant du parti, etc., convoque les lieux communs de l'époque soviétique pour stigmatiser les autorités d'aujourd'hui. La socialité des allusions ironiques aux références politiques de la période post-communiste, le pouvoir de la cuvée d'Yeltsin, lit, embouteillé par Yeltsin, argumenti facti, ou le pouvoir nourri, élevé par Yeltsin, www.lenta.ru, qui démontre l'origine du pouvoir en place, conditionne leur exploitation. Elles parlent de la société dont elles sont révélatrices et rattachent, intègrent le discours dans leur milieu idéologique. 4.4 Proverbes. La construction de l'image du pouvoir se fait grâce aux proverbes qui portent à travers le poids des schèmes figés, un jugement collectif. Leur fixité formelle fait des proverbes les cibles privilégiées des manipulations de toutes sortes. On remarque, grâce aux exemples, que leur mutilation a des propriétés fonctionnelles remarquables et donc régulièrement exploitables, parfaitement adaptées aux besoins propres des discours médiatiques. Le renouvellement des formules stéréotypées permet d'accrocher le lecteur, de mettre en place un effet de surprise, de rendre le texte plus expressif mais surtout de porter un jugement de valeur négative. Ainsi, la substitution dans le proverbe « le diable n'est pas si noir que l'on dit » qui correspond au proverbe français « on fait toujours le loup plus gros que ce qu'il est », de la partie la plus signifiante de l'expression est d'autant plus efficace qu'elle ne porte que sur un mot et permet ainsi d'associer fortement le pouvoir au terme qu'il remplace et donc le disqualifier. Le pouvoir n'est pas si noir que l'on dit. www.utro.ru. Citons un détournement d'une autre parémie, qui paraît constituer un bon exemple du stéréotype. Le proverbe d'origine quand on fend du bois, les éclats volent, l'équivalent du proverbe français « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », qui pose que l'on ne peut pas obtenir un résultat sans faire de dégâts, se transforme par l'expansion en énoncé à charge ironique mordante qui, convoquant un lieu commun, s'attaque aux autorités actuelles. Quand le pouvoir fend le bois, les éclats de Poutine volent. Granny Rue. 5. Très typique du pouvoir. L'analyse des textes médiatiques nous a permis de dégager,
en fonction de la récurrence des expressions et de leur valeur généralisante dans le discours, les traits typiques de la représentation du pouvoir, représentation abstraite et impersonnelle qui ne dénote aucun référent concret. Voici donc le profil du pouvoir qui se dessine à travers les médias. Le pouvoir est lâche, corrompu et fortement criminalisé. Privatisé par des oligarques, entretenu par le monde des affaires et par le milieu criminel, il a peur du peuple, de la vérité, des changements, des élections, de l'initiative. Le pouvoir s'achète, se vend, prend des pots de vin. Il échappe à tout contrôle et agit hors la loi, a perdu le contact avec la population, reste une caste fermée, séparée de la vie réelle et des citoyens. Le pouvoir est également autoritaire et rusé. Il contrôle tout, donne des ordres, autorise à sa guise, s'enrichit, n'agit qu'à son propre intérêt au détriment du pays. Or, ses méthodes et actions vis-à-vis de la population sont perfides, cyniques et cruelles. En contrepartie, la société méprise, déteste le pouvoir et essaye de ne pas le côtoyer. 6. En guise de conclusion. On reconnaît dans le portrait totalement négatif que nous venons de tracer, et qui se donne manifestement comme une image stable s'imposant à l'imagination à travers un modèle composé d'un nombre réduit d'éléments récurrents, les propriétés du stéréotype telles que le caractère simplifié et schématique. Si le stéréotype du pouvoir ne se confond pas avec la notion dont il participe, c'est parce que doté d'un ensemble de caractéristiques qui relèvent de la catégorie péjorative, représentant le versant négatif de cette notion, il affecte l'axe paradigmatique d'opposition bien mal. La quête de cette représentation stéréotypée dans les discours médiatiques russes montre qu'elle se manifeste sous des formes différentes qui visent tout de même un objectif commun. Qu'avec le temps, le lecteur finisse par considérer le stéréotype comme la réalité et non plus comme une représentation parmi d'autres. Le cycle figement-défigement d'un stéréotype dans la presse vidéoludique française, le cas du remake. Alexis Blanchet, Université Paritis-Nanterre. Assistera-t-on à un remake de la Coupe du Monde 2002 ? S'interrogeait au début du mois de juin 2006, à peu près en ces termes, l'ensemble des médias français à propos des débuts difficiles de l'équipe de France de football au mondial allemand. Remake en effet, puisque la blessure d'un joueur cadre, Djibril Cissé, en match de préparation, l'impossibilité à dominer l'adversaire dans les premières rencontres ou encore la fatigue et le supposé manque d'entrain de l'équipe nationale rappelaient étrangement les préludes à la tragique et douloureuse défaite prématurée en première phase éliminatoire du mondial asiatique. Cette utilisation du terme remake, lue et entendue aussi bien en presse écrite qu'à la radio ou dans des émissions télévisées, illustre l'emploi aujourd'hui courant d'un terme issu du champ cinématographique, à propos d'un type d'événement sans rapport avec la production cinématographique. Que ce soit pour parler de sport, mais aussi de politique, de faits de société, d'économie, de finance, l'usage du terme remake est aujourd'hui largement répandu en France dans le discours médiatique et dans le langage commun. Si le terme remake apparaît désormais en dehors de propos liés au cinéma, il continue cependant à désigner certaines productions cinématographiques. On parle de remake pour caractériser un film basé sur un film antérieur. Mais, depuis quelques années, le remake se trouverait employé de manière massive dans une production discursive écrite consacrée à des éditions de jeux vidéo. Tout d'abord dans des articles de presse écrite traditionnels, puis aujourd'hui dans des revues électroniques en ligne, des jeux vidéo sont qualifiés de remake. Nous nous proposons donc d'analyser l'usage du terme remake comme stéréotype discursif et de retracer le cycle de l'évolution lexicale qui voit ce terme d'origine cinématographique se connoter péjorativement pour se figer ensuite dans une série d'expressions stéréotypées en dehors de son champ d'origine, puis revenir dans un champ de l'industrie culturelle, le jeu vidéo, pour désigner un type particulier de production. Notre hypothèse est que remake est aujourd'hui un terme stéréotypé, figé au niveau sémantique, qui par son usage dans le discours critique vidéoludique, entre dans une phase de défigement nécessaire pour répondre à l'état du secteur et aux enjeux actuels du jeu vidéo. Nous étudierons ainsi la signification globale du stéréotype discursif remake, ses effets et les différentes lectures auxquelles ce terme figé peut donner lieu selon le contexte discursif dans lequel il se trouve employé, à partir d'un corpus composé d'extraits d'articles de presse française quotidienne et généraliste Libération, L'Humanité, Le Monde,
hebdomadaires L'Expansion, Le Nouvel Observateur, 2 magazines spécialisés sur le cinéma, Le Mensuel du cinéma et sur le jeu vidéo, Player One Gaming, et enfin de Bref D', un site spécialisé sur le jeu vidéo, Gamecult. Origine du terme remake. Remake est un syntagme nominal anglais dont le sens prototypique est tiré du verbe to remake, c'est-à-dire refaire ou reprendre. Nominalisation du verbe to remake, un remake pourrait se traduire en français par un refait ou une reprise. On notera que le verbe to make pourrait se traduire par tourner dans le contexte de la production cinématographique. Tournage se traduit en anglais par filmmaking et réalisateur par filmmaker. L'édition 2006 du Petit Robert date son apparition dans le lexique français de 1946. Le terme remake est à l'origine un mot issu du vocable de la production cinématographique américaine exempt de toute connotation. Il nomme un film ou un projet de production basé sur un film préexistant. Il désigne donc, dans son acception originelle, une technique particulière de recréation filmique et de production cinématographique qui permet notamment, pour les producteurs, de minimiser le coût de production et la prise de risque en s'appuyant sur un scénario déjà écrit et sur un film ayant déjà connu un succès public. La pratique du remake se retrouve dans toutes les industries cinématographiques d'envergure. Les cinémas indiens, hollywoodiens, français, japonais produisent, avec plus ou moins de régularité, des remakes de leurs productions nationales et parfois même des remakes de films étrangers. Hollywood est en effet une spécialité dès les années 1930 en acclimatant à la culture cinématographique et au contexte socio-culturel américain des succès du cinéma français. Pépé Le Moko 1937, de Julien Duvivier devient Algiers 1938, de John Cromwell. Allemand White Befilf 1931, de Hans Schwarz devient Adorable 1933, de William Dieterle, danois. Employé par la presse française, le remake se part dès la fin des années 1930 d'une connotation péjorative, mais c'est l'abondance des remakes américains de films français dans une période allant des années 1980 aux années 1990, on en dénombre près d'une trentaine, qui va aboutir, en France, à une popularisation de ce terme devenu péjoratif. En effet, dans un contexte marqué par des tensions fortes entre la France et les États-Unis concernant la production de biens culturels et la notion d'exception culturelle défendue par la France autour des accords du GATT, le terme remake voit évoluer son profil sémantique et se part d'une connotation péjorative, puisqu'il est souvent utilisé par la critique, entre guillemets, dans des contextes discursifs soulignant la piètre qualité de la copie américaine par rapport à L'. Original français, raillant le manque d'idées du cinéma hollywoodien qui vient abondamment puiser dans le cinéma français, mais déplorant aussi l'incapacité du cinéma américain à apprécier le cinéma français sans passer par la forme remake. Mais comment dit-on remake en français ? S'interroge en 1993 le critique cinéma de l'humanité Jean Roy en conclusion d'une chronique intitulée « Nous sommes refaits », relevant à la fois l'absence d'un synonyme français de remake et le caractère profondément exogène, américain du phénomène. D'une signification neutre servant à désigner un type d'objet cinématographique, le remake devient, toujours dans le domaine cinématographique, un jugement de valeur dont le caractère franglais témoigne de l'américanisation de films français et du pillage méthodique des succès nationaux et européens par les majors hollywoodiennes dans une logique éminemment mercantile. Les critiques utilisent le terme comme jugement de valeur. Ainsi, Jean Roy dans un article au chapeau éloquent Un remake intelligent pour une fois, paru dans l'édition du 13 mai 1993 de l'Humanité écrit à propos du film de Martin Brest, Le temps d'un week-end. Le cinéma américain se complaît actuellement dans l'adaptation à la sauce locale des succès importés en Europe, par les films européens. Après 3 hommes et un couffin, et bien d'autres, c'est au tour de Parfum de femme, tourné en 1975 par Dino Risi, de passer dans la machine à remake. À propos du film Intersection de Mark Riddell, remake du film de Claude Sautet Les choses de la vie, dans le Mensuel du cinéma, avril 1994. Mark Riddell n'a pas échappé à la vague de remakes qui déferle actuellement sur les États-Unis. Nous n'entrerons pas dans le jeu des comparaisons entre l'original et sa copie américaine aussi soignée que vite oubliée. Télérama, mai 1987. Pour être compris du Middle West,
Faut-il refaire Los Olvidados sans scope couleur ou La Strada avec Bette Midler et Sylvester Stallone? Avant de faire un remake, si on donnait sa chance au make? Comme le relève Raphaël Moine, cette pratique hollywoodienne semble unanimement décriée et ce qui est stigmatisé à l'occasion de l'arrivée en France d'une version américaine, c'est souvent moins la valeur esthétique du film que la technique même de création qui préside à sa réalisation. Devenu moralement condamnable, le remake est opposé à la création authentique et permettrait de commettre un plagiat en toute légalité. 43. Extension du champ d'application du terme stéréotypé remake. Devenu lieu commun partagé par tous, le remake peut dès lors s'affranchir à la fin du XXe siècle de ses origines cinématographiques et devenir un stéréotype discursif employé en dehors de son champ d'origine. Par l'extension de son champ d'application, on assiste à un nouveau glissement de sens et le remake signifie dès lors la répétition d'un message, d'un acte ou d'un événement sans surprise, sans fraîcheur, ni inventivité. Le mouvement anti-CPE, c'est un remake de la révolte des banlieues? Renaud Dely, ils font ce que les 30 à 40 ans n'ont pas réussi. Une Libération, mercredi 22 mars 2006. Remake de la loi anti-casseurs de 1970, refonte des lois sur les stupéfiants et sur les délinquants, le gouvernement durcit le ton après les émeutes. Emmanuel Davydenkoff, la droite dégaine sa rengaine sécuritaire. Une Libération, mardi 29 novembre 2005. Outreau, étrange remake aux Assises de Paris. Titre de l'article à propos de la lecture de l'acte d'accusation de Saint-Omer, Florence Aubenas. Une Libération, mardi 8 novembre 2005. Occuper la Sorbonne. Après tout, pourquoi pas? Mais il y a un hic. Ils n'ont rien trouvé d'autre, les manifestants anti-CPE? Quelque chose de différent, une invention de leur cru, un frisson nouveau, un truc à eux? Pourquoi cette impression de déjà-vu, de remake? Quel manque d'imagination. Dominique Dombre, Une nuit à la Sorbonne. In Le Monde, dimanche 12 mars 2006. En fait, l'ex-premier ministre, il s'agit de Laurent Fabius, envisage un remake du Congrès de Metz. En 1979, Mitterrand y avait pactisé avec l'aile gauche du parti, alors incarné par le Cérès de Chevènement, pour écrabouiller le couple Rocard-Mauroy. 26 ans plus tard, le casting a changé, les lignes de fracture aussi, mais Fabius, lui, se rêve encore et toujours en Mitterrand. Didier Assou, posant en victime, Fabius voit déjà plus loin. Une Libération, lundi 19 septembre 2005. À Paris, le gouvernement joue un mauvais remake de la canicule. Sandrine Cabu, urgence à la Réunion face à l'épidémie. Une Libération, vendredi 24 février 2006. Les contextes thématiques sont nombreux, actualité politique, faits de société mais aussi météorologie. Alors que de brutales précipitations faisaient craindre un remake du scénario de septembre 2002, les inondations avaient alors fait 24 morts dans la région. Un porte-parole de la préfecture du Gard a fait état dans la matinée d'une situation calme avec une dilution du phénomène sur une zone géographique plus large. Service météorologie, le sud-est de la France arrosé mais pas dévasté. Une Libération, mercredi 7 septembre 2005. Enfin, à propos d'inquiétudes économiques. Qu'on se rassure, un remake du scénario catastrophe des années 30, lorsque le repli sur soi généralisé a provoqué la plus grande dépression économique de l'ère moderne, est peu probable. Emmanuel Leschipre, La mondialisation chamboulée, in l'expansion, édition du 31 mai 2006. On le voit, dans les derniers exemples présentés ici, la métaphore filée avec le cinéma se poursuit au-delà du simple usage du terme stéréotypé remake. Le casting a changé. Un remake du scénario de septembre 2002, un remake du scénario catastrophe des années 30. Dans son usage général et dans le langage courant, le remake comme stéréotype discursif semble trouver son sens face à tout événement soumis à des cycles médiatiques en même temps qu'il tend à révéler cette dimension cyclique. Échéance électorale, catastrophes sanitaires et naturelles, faits divers, rencontres sportives, qu'il s'agisse de finale annuelle ou derby. Dans l'époque souvent qualifiée de post-moderne qui est la nôtre, l'usage du terme remake fait le constat d'un recyclage inévitable des formes, des idées, des choses, des événements dans tous les domaines de la vie. Le remake fige ainsi l'expression d'un constat désabusé et parfois critique du manque d'invention et de renouvellement de nos sociétés, dans un processus de spectacularisation des activités sociales et politiques.
Emploi du terme remake dans le discours critique vidéoludique. On observe à partir des années 2001 et 2002 des occurrences répétées du terme remake au sein d'articles consacrés aux jeux vidéo, tests de jeux et chroniques, pour désigner certains jeux. Pourquoi la presse vidéoludique convoque-t-elle le terme? L'emploie-t-elle en tant que stéréotype discursif? Il faut tout d'abord noter que la presse spécialisée sur le jeu vidéo dispose de termes, souvent techniques, pour caractériser des reprises d'œuvres vidéoludiques sur différents supports informatiques, adaptation, version, copie, clone, conversion, portage. En effet, pendant les années 1980 et début des années 1990, la majeure partie des titres proposés sur consoles de jeux domestiques sont des adaptations de jeux exploités au préalable en borne d'arcade, dispositifs de jeu disponibles dans des lieux publics, en salles dédiées ou au café-bar où le jeu se paye à la partie. La presse spécialisée utilise à propos de ces titres les termes version, conversion ou adaptation. Chase HQ n'est pas le premier jeu venu. Borne d'arcade à succès, c'est l'une des plus grandes réussites de l'éditeur Nippon Taito. C'est à ce titre qu'il compte de nombreuses versions sur ordinateur ou même sur console, Master System et NEC Core Graphics. Cette adaptation sur Game Boy était donc très attendue. Player One numéro 14, novembre 1991, page 74. De plus, les éditeurs tiers rentabilisent un titre, souvent après une première exploitation en salle d'arcade, en l'éditant sur différentes plateformes simultanément, ou parfois à quelques semaines ou mois d'écart. La presse spécialisée parle donc là aussi de versions, à propos d'un même titre existant sur des plateformes distinctes. Ces versions peuvent avoir quelques légères différences liées aux capacités de la plateforme pour laquelle elles sont conçues, graphisme, son, jouabilité différentes selon l'interface. La presse spécialisée se donne d'ailleurs souvent comme rôle de hiérarchiser ces versions. On remarque enfin l'apparition du terme portage, dans la fin des années 1990 et le début des années 2000, qui est issu du lexique industriel et marque une professionnalisation du langage de la presse spécialisée. C'est à peu près au même moment que le terme remake s'affirme comme une nouvelle dénomination pour caractériser certains jeux. Les années 2000 voient une augmentation et une généralisation de l'emploi du terme, à propos de cas précis d'édition vidéoludique. Auparavant, remake n'est que très rarement utilisé, et ces rares occurrences témoignent toujours d'une volonté d'exploiter la connotation péjorative héritée du stéréotype discursif. À propos d'un jeu rattaché au genre beat'em all dans Player One numéro 32, juin 1993, page 90. Je préfère quand même jouer à un clone de Final Fight qu'à un remake de Two Crooked Dude. Le journaliste sous-entend ici qu'un plagiat pur et simple, mais assumé d'une référence du genre vaut davantage que la reprise sans grâce et sans talent d'un jeu sans qualité. L'usage généralisé depuis les années 2000 du terme remake répond à de nouvelles politiques d'édition, qui exploitent sur un parc renouvelé de plateformes de jeux des titres ayant connu une carrière sur des générations antérieures de plateformes de jeux. Désignés comme remake par la presse puis par les éditeurs, ceux-ci sont l'occasion d'une amélioration graphique et souvent de quelques aménagements en termes de game design de l'œuvre originale. 4 raisons d'ordre économique, sociologique, technologique et culturel expliquent l'arrivée de ce type de production vidéoludique et le choix du terme remake par la presse pour les nommer. Tout d'abord, le secteur vidéoludique devient dans les années 2000 un secteur majeur des industries culturelles. Les budgets engagés sur la production de jeux vidéo rivalisent avec les blockbusters hollywoodiens. L'innovation dans le champ des jeux vidéo connaît un ralentissement certain face à une inflation des coûts de production. Les studios de développement préfèrent investir une partie de leurs fonds dans des formules qui ont fait leurs preuves comme des séries d'action ou d'aventures à succès. À cet équilibrage économique s'ajoute un facteur sociologique puisque la structuration du public du jeu vidéo se modifie en profondeur. L'âge moyen du joueur augmente et il faut désormais compter, en plus du public traditionnel d'enfants et d'adolescents, avec un public de jeunes actifs qui n'a pas cessé de jouer. Cette dernière catégorie nourrit même un certain goût pour des vieux titres du jeu vidéo, et une pratique naît de ce rapport nostalgique aux jeux vidéo, le rétro gaming. À l'époque des consoles 128 bits, une catégorie de joueurs adultes sort des placards ou rachète les anciennes consoles et les anciens titres pour y rejouer.
Les éditeurs de jeux sont donc dans une situation idéale pour exploiter un fonds de catalogue inconnu des jeunes générations, et apte à reconquérir les joueurs plus âgés. Les avancées technologiques constituent une troisième modification majeure, puisqu'avec la sortie du Game Boy Advance en 2001, successeur du Game Boy, grand succès de la firme Nintendo, les performances techniques des consoles portables rejoignent celles des consoles de salon 16 bits du début des années 1990, voire des consoles 32 bits comme la PlayStation ou la Saturn. La ludothèque du Game Boy Advance se compose ainsi de nombreux titres précédemment exploités sur des consoles de salon 8 et 16 bits, très rapidement catégorisés comme remake par la presse spécialisée. Enfin, le secteur du jeu vidéo s'affirme à cette époque comme une industrie culturelle à l'image du cinéma, une industrie particulièrement proche du modèle hollywoodien grand pourvoyeur de remakes. Si la production de jeux vidéo s'apparente jusqu'au milieu des années 1990 à la programmation de logiciels informatiques, elle se rapproche ensuite, comme le relève Stephen Natkin, de la production de programmes audiovisuels, à l'instar d'un film ou d'un programme télévisé. C'est donc assez naturellement qu'un terme issu du champ cinématographique vient ici caractériser une production vidéoludique. Par ailleurs, la durée d'exploitation des jeux a été fortement réduite depuis une quinzaine d'années. Dans les années 1980, un titre comme Pac-Man a pu être exploité tel quel pendant 8 à 10 ans. Aujourd'hui, les canons visuels et vidéoludiques évoluent très vite et en 6 mois, un jeu est dépassé. Comme pour le film de cinéma, la fenêtre d'exploitation du jeu vidéo est de plus en plus réduite. Les cycles d'exploitation entre cinéma et jeux vidéo tendent à se rapprocher. Le remake d'un jeu peut donc se concevoir dès lors que le jeu original a vu son cycle d'exploitation se terminer. L'usage du terme remake vient ici souligner des fonctionnements similaires entre les deux secteurs. Par son usage dans le champ vidéoludique, le remake caractérise à nouveau, comme dans l'emploi par la presse cinématographique, des œuvres audiovisuelles en insistant sur la répétition d'un contenu et induisant une démarche mercantile de la part des éditeurs mais en effaçant la dimension d'affrontement culturel. La presse utilise ainsi le terme dans des contextes discursifs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.